Bonjour à vous, à toutes et à tous. Absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle discussion. Aujourd'hui, j'ai invité Nathalie Limoges. C'est pas la première discussion que nous faisons ensemble. C'est un plaisir. C'est quelqu'un que j'apprécie et que j'estime. Donc, j'avais envie de lui demander de revenir pour nous parler d'un sujet qui me semble aussi passionnant qu'important, c'est l'âme végétale. Et Nathalie est tout à fait indiquée pour en parler parce que je pense qu'elle est passionnée par ce sujet-là. Nathalie, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Merci de m'écouter, de nous rejoindre sur ce sujet de l'âme végétale. Merci à toi d'avoir accepté la Ah ben, discussion. c'est toujours un plaisir d'accepter avec toi, ma belle Stéphanie. Donc, alors Nathalie, en fin de compte, alors est-ce que tu as envie de te présenter, mais de te présenter dans le cadre de la discussion? Peut-être qu'est-ce qui t'a conduit vers ce travail avec les plantes, avec le végétal, avec les fleurs? Comment est-ce que tu es rentrée en contact avec cela? Est-ce que tu veux bien nous parler de ça, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, dans ce cadre-là, il faut que vous sachiez quand même qu'au départ, je suis quelqu'un qui n'était pas, disons, je n'allais pas rentrer dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que j'ai une formation de juriste, j'ai une formation de juriste fiscaliste même, donc j'ai été pendant quelques années même j'étais l'attachée parlementaire du ministre des Finances, donc vous m'auriez dit 30 ans après que j'allais vous parler de l'âme végétale en visioconférence avec Stéphanie, je vous aurais ri au nez, franchement. Nathalie, Donc, on précise que tu es en Belgique, parce que oui, tout le monde va penser que tu as été à Bercy dans ce cas. non, non, je suis en Belgique. Je suis en Belgique. Et donc, voilà, comme toujours, à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive dans notre vie qui nous fait prendre un autre chemin. Et ça a été mon cas. Donc, j'ai pas mal cherché des réponses à des questions que je pouvais me poser. Et puis, l'alchimie est arrivée sur mon chemin. Donc, pendant des années, j'ai suivi Patrick Burensteinas et puis j'ai lu de mon côté plein de choses. Et puis, finalement, je me suis mise au laboratoire parce que j'avais envie. Donc, le laboratoire est une manière pratique de travailler les plantes. J'avais envie finalement de me mettre au laboratoire pour voir finalement ce que c'était que l'alchimie en pratique. Parce que bon, on peut toujours avoir beaucoup de théories sur le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est de voir finalement dans la vie pratique, qu'est-ce que ça amène, puisque bon, finalement, l'alchimie, c'est quand même d'essayer de comprendre les secrets de la nature. Donc, on ne peut pas, à mon sens, comprendre ça en restant toujours dans sa tête. Donc, je me suis mise au laboratoire, j'ai commencé à travailler donc, avec les plantes et au départ, je vais vous le dire très franchement, je manquais singulièrement d'humilité puisque je voulais à toute force percer le secret de la nature et donc je m'y attelais un peu à la hussarde. Donc, je commence à travailler avec les plantes, une plante que j'ai pu cueillir dans mes montagnes que j'aime tellement, qui est une plante que l'on mange, qui est une plante qu'on met dans la salade, qui est une impératoire, qui a un parfum, si on peut dire, de céleri extrêmement, je veux dire, simple. Paracels, qui est donc un médecin suisse du Moyen-Âge qui a beaucoup écrit sur l'alchimie végétale, l'utilisait sous forme de racines autour du cou en temps de peste. Donc, c'était généralement une plante qui était considérée comme étant vraiment très positive, une sorte de panacée, pas dangereuse du tout, parce que bon, il y a d'autres plantes qui peuvent être plus difficiles à travailler dans un premier temps. Je pense notamment à l'arnica, qui a des propriétés toxiques. Donc,
je travaille l'impératoire dans mon labo, je fais une teinture suivant des principes alchimiques, je vous en reparlerai un peu après. Et donc, dans ma cartouche, donc pendant l'opération, je vois ma teinture qui était d'un beau vert profond, virer, si on peut dire, au rouge en même temps qu'elle passait dans cette belle couleur verte. Donc, comme je vous l'ai dit, en manque d'humilité totale, je me dis, waouh, ma teinture a viré au rouge, ce qui est une indication en alchimie de quelque chose qu'il se passe. Et donc, je me dis, j'ai réalisé quelque chose. Donc, en avant, puisque c'est moi qui l'ai fait, avec l'élixir, je fais glop. Vous aurez compris qu'il ne faut jamais faire ça. Vraiment pas, vraiment pas. Je vous le raconte en riant maintenant, mais ce n'était vraiment pas une bonne idée parce que cette teinture qui était excessivement condensée était un poison en fait. Et donc, j'ai failli y laisser quelques plumes. Donc, après ça, on a toujours des événements qui arrivent dans notre voie, dans notre vie. Est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon? Ça a été ma manière en fait d'entrer dans le règne végétal, une manière un peu hard, mais c'était une manière qui m'était sans doute propre, où j'avais certaines choses à comprendre, et donc je me suis rendu compte que le règne végétal avait énormément de choses à nous dire, et c'est par cette porte-là que j'ai été en contact avec elle. Donc, en fin de compte, tu parles du message des plantes, des végétaux, comme certains peuvent parler du message des minéraux. Par exemple, en lithothérapie, chaque pierre a quelque chose d'individuel, de personnel. Comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser à cela, toi qui étais a priori vraiment cartésienne? Oui. Et donc, après cet épisode-là, où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose quand même, si tu veux, qui était fort dans le végétal. Hein. On a toujours tendance à croire que les végétaux ou l'âme végétale, c'est un peu, en tout cas, parfois on te le dit en alchimie, c'est une sous-catégorie finalement de ce qu'on cherche à trouver, parce que on cherche à réaliser une pierre qui est du minéral, et donc il faut, entre guillemets, s'exercer sur du végétal pour pouvoir entrer en contact avec du minéral ou des métaux. Donc, au départ, on pourrait penser que le végétal, finalement, rien ne peut vous arriver avec le végétal, c'est très doux, c'est quelque chose qui est facile. Et c'était tout le contraire par la rencontre un peu brutale que j'ai pu avoir avec elle. À la suite de ça, si tu veux, moi, je me suis rendu compte que toutes sortes de choses se passaient pendant que je travaillais avec, j'ai envie de dire, l'âme végétale dans mon labo. Beaucoup de choses que je ne comprenais pas, qui me teintaient, si je puis dire, hein, tu vois, comme une teinture, mais qui faisait ça sur moi pendant les opérations, et que je n'arrivais pas toujours à expliquer. Et je me suis rendu compte, en fait, finalement, qu'il y avait comme un chant quand je travaillais, un chant de chanter qui arrivait pendant que je travaillais et qui me susurrait, si on peut dire, certaines choses à l'oreille, des histoires qu'elle me racontait, et ça par, si je puis dire, les couleurs, et surtout, comme j'ai une manière très féminine de travailler, par les odeurs. On ne s'en rend pas toujours compte quand on travaille dans son laboratoire, quand on est toujours dedans. On ne se rend pas toujours compte qu'il y a des odeurs terribles avec le végétal. Même, par exemple, mon mari qui arrivait après une journée que j'avais passée dans mon labo avec la porte fermée, il arrivait, il disait « Mais tu es resté toute la journée là-dedans, c'est pas possible, tu sens pas comme ça sent fort !» Moi, je le regardais, je disais pas du tout. Et c'est vraiment comme ça, moi,
par cette manière très subtile qu'est le parfum, parce que je pense que si je n'avais pas travaillé dans l'alchimie, en tout cas si je n'avais pas approché d'une manière alchimique la voie des plantes, je pense que j'aurais pu être un nez, tu vois. Donc vraiment les odeurs, c'est quelque chose qui est excessivement important pour moi. Et donc toutes ces histoires que je recevais pendant que je travaillais dans mon labo, tu sais, vraiment, il y avait vraiment des histoires qui se racontaient. Je me disais, c'est quand même spécial. Comment est-ce que je vais pouvoir partager ça? Parce que bon, tu sais, ça fait quand même un peu spécial hein, de dire, vous savez, j'ai travaillé dans mon labo, j'ai eu des histoires de l'âme du Hou, j'ai eu des histoires de l'âme du collectif par exemple de l'Arnica qui m'a raconté ça, ça fait quand même un peu illuminé. Donc, je voulais en fait, si tu veux, aussi avoir, pas la preuve, mais peut-être certaines confirmations en présentant des histoires qu'elle me racontait à d'autres personnes, de voir si ces histoires parlaient aux personnes. Tu comprends? Si elle choisissait par exemple la plante de l'arnica et qu'il y avait toute une histoire par rapport à des capitulations, à courber la tête et des choses comme ça, est-ce que ça pouvait parler dans leur histoire? Et je me suis rendu compte vraiment avec émerveillement que quand je travaillais ces plantes, que si tu veux, lors de stages qui pouvaient avoir lieu et où je pouvais présenter certaines plantes différentes, les gens qui allaient choisir par exemple l'arnica, ou qui allaient choisir le thym, le romarin, ou d'autres plantes qui étaient proposées lors de cet atelier, à chaque fois le message de la plante que moi j'avais pu recevoir et que je leur lisais, que je leur partageais, était à chaque fois leur histoire, mais à 100%. Alors là, tu finis par te dire, on touche le merveilleux là, parce que je travaille ça dans mon labo, je suis seule, j'ai une histoire, si tu veux, que le collectif me ramène de quelque part où il a été finalement, puisque la plante est morte. Tu sais, elle est sèche. Et pour moi, même si elle est sèche depuis plusieurs années, dans ma manière de travailler, ça n'a aucune importance. Et bon, grâce à Georges Laï, qui est donc un grand kabbaliste, j'ai pu mettre toute une syntaxe, toute une grammaire pour nommer ce que je faisais dans mon laboratoire. Eh bien, euh, quand par l'opération, il y a une sorte de rosée qui vient réveiller cette matière endormie, cette matière apparemment morte, eh bien, quand elle la réveille, quand elle la révèle, qu'il y a toute une teinture qui se met dans le ballon, qui prend des couleurs lumière, qui fait une métamorphose, si on peut dire, eh bien, quand elle me teinte par la couleur, par l'odeur, par toutes sortes de choses, eh bien, il y a toute une histoire qui se révèle et cette histoire va toucher chacun de nous, quelque part, si on est en écho avec cette plante-là. La première fois que j'ai eu accès, il y a longtemps, hein, ce que je vais te raconter, la première fois que j'ai eu accès à cette âme végétale, on va dire, c'était en lisant La prophétie des Andes. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, la prophétie. Ça a ouvert mon esprit vraiment à cette nature qui nous entoure. Ça a été vraiment une lecture décisive et chose que je vis encore dans mon jardin aujourd'hui, c'est vraiment parlant, vivant, enfin, on sent tout ce qu'il y a. Ensuite, quand j'ai connu tout ce qui est élixirs floraux, notamment les fleurs de bac qui sont les plus connues. Et là, j'apprends en découvrant les élixirs floraux que donc les plantes, les fleurs ont un message. Mais ce dont tu nous parles, il me semble que c'est encore différent. Oui, c'était encore différent. Pourquoi? Parce que, bon, fondamentalement, que ce soit les élixirs floraux, que ce soit les élixirs que je peux élaborer en laboratoire,
avec le règne végétal, ils viennent tous finalement, comment dire, nous parler d'un manque, de quelque chose qui est nous et en nous, et que ce règne végétal, par le message qu'il peut décliner, eh bien, il vient réparer ou il vient, disons, aider ce nœud, ce manque, etc. Quand on travaille un élixir floral, on travaille en fait généralement cet élixir avec la plante fraîche. On travaille cet élixir en général sur le lieu où la plante vient d'être cueillie avec un mercure. Donc un mercure, c'est, disons dans notre jargon, ça va être un liquide souvent qui va transporter l'information qu'il va pouvoir capturer, puisqu'on sait que l'eau est aussi un dissolvant ou le liquide, vous savez que c'est un dissolvant, puisque si vous mettez des plantes dans l'eau, vous allez voir que petit à petit, elle va dissoudre tout ça. Donc, il y a ce côté de l'eau qui porte l'information, de cette eau qui va nous donner quelque chose qu'elle a capturé en son sein. Et donc, dans l'élixir floral, pour revenir à ça, eh bien, il y a de l'eau qui est en contact avec cette plante, il y a une solarisation aussi avec le soleil, la plante est fraîche, il y a un message qui est capturé, si on peut dire, comment dire, dans le vivant de la plante, juste avant qu'elle ne meure, quelque chose qui va être capturé par l'eau avant que cette plante ne soit morte. Dans ce que je fais dans mon laboratoire, avec un appareillage qu'on appelle un appareillage à Suxlet, je travaille avec de l'alcool. Donc, un alcool que je monte très, très haut. C'est un alcool que je fais à base des pommes de mon jardin, que je monte progressivement par diverses étapes de purification pour qu'il soit vraiment très haut en alcool. Pourquoi est-ce qu'il doit être très haut en alcool? Parce que quand il est très haut en alcool, c'est un très grand dissolvant et surtout, il n'est plus chargé de l'information du alcool. Et sinon, au départ, il conserve encore le goût de la pomme, l'odeur de la pomme, l'information de la pomme, ce qui fait que tant qu'il est comme ça, mon alcool est encore chargé, il est encore plein des informations de la pomme. Et si je lui dis, est-ce que tu veux bien aller chercher les informations du ou qui se trouvent dans ma cartouche, il va me dire, j'ai pas tellement envie, maintenant je suis un peu, j'ai pas très faim, non, j'irai demain. Donc, je le monte, si tu veux, pour qu'il ait vraiment, qu'il soit très avide, qu'il soit très assoiffé d'informations. Et puis à ce moment-là, je le mets par un procédé particulier en contact avec la plante morte, avec la plante sèche, même morte depuis des années. Et là, il y a vraiment une opération qui se produit. Sous les gouttes de cet alcool qui agit comme une sorte de rosée de résurrection, il y a une couleur qui revient, il y a une senteur qui revient, il y a une odeur qui avait disparu qui revient. Et alors, cet élixir-là, qui apparemment, et qui est très très concentré parce que par ce jeu aussi d'extraction qui est fait par ce procédé particulier, on peut aller vraiment très très profondément à l'intérieur de la plante sèche pour aller en capturer vraiment toute la substantifique moelle. Et à ce moment-là, le petit élixir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais le petit élixir que tu obtiens, il est très, 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 très concentré. C'est du poison à prendre comme ça. C'est ce que je vous avais expliqué lors de ma présentation. Il ne faut pas parce que c'est du poison à ce moment-là. Mais finalement, si vous le diluez, que ce soit d'une manière homéopathique, sur des granules ou en le diluant un certain nombre de fois par l'eau, vous aurez le message que cet élixir a capturé en revenant, si on peut dire, en entraînant cette résurrection, si on peut dire, de la plante qui était partie de l'autre côté finalement, qui était restée de l'autre côté, puisque finalement on la voit morte, noire, sans vie. Eh bien, si on va la chercher de l'autre côté et qu'elle revient sous cette couleur, sous cette forme, sous cette odeur, c'est qu'il y a bien quelque chose qu'elle a pu aller toucher de l'autre côté. Et c'est ça, en tout cas,
que j'ai la faiblesse de penser, mais que je vois qui se concrétise, c'est cette information-là, moi, que j'aime bien aller chercher, tu vois, de l'autre côté. Et c'est une manière, tu m'avais dit que ce n'était pas toujours très compréhensible, mais c'est pour ça que je l'avais dit, que c'était une manière mercurielle de travailler, puisque Mercure, dieu des passages, dieu psychopompe, c'est aussi celui qui accompagne les vivants de l'autre côté, enfin les morts de l'autre côté qui restent avec eux. Mais ça pourrait être une manière très hathorienne aussi de travailler, puisque en Égypte, la déesse Hathor, c'était celle des alchimistes et elle était aussi une déesse psychopompe. Donc, tu vois, ça pourrait être ça aussi. Donc aujourd'hui, finalement, tu travailles dans le visible et dans l'invisible en même temps. Tu sais bien que moi, j'aime bien tisser les liens et ce que j'aime, c'est effectivement tisser des liens avec cet invisible, avec ce subtil, avec ce, ce, ce petit parfum qu'on ne voit pas, mais qui pourtant est là et qui a tant de choses à nous raconter. Et moi, ce que ça m'a apporté, c'est une manière plus complète finalement d'être, puisque je peux faire mes liens au subtil, des liens subtils qui me ressemblent, bien entendu, mais qui sont cette manière que j'ai de communiquer peut-être avec des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont pourtant là. Alors, tout le monde n'est pas très informé en ce qui concerne l'alchimie, bien évidemment, puisque tu en parles pas mal depuis le début de notre discussion. Tu as dit que l'alchimie, c'était percer les secrets de la nature. Alors, parle-nous un petit peu plus, si tu veux bien. Tu te considères, toi, comme alchimiste? Euh, c'est toujours difficile, moi je trouve, de se donner un titre parce qu'un titre ça enferme. Et puis quand si je dis que je suis alchimiste, la plupart des gens qui le sont vont dire non, elle l'est pas. Et puis moi je ne veux, tu vois, je veux entrer comment dire, en conflit avec personne. Ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup l'alchimie. C'est quelque chose qui a nourri mon cœur. Et ça a nourri mon cœur pourquoi? Parce que finalement, l'alchimie, comme la cabale mystique de mon cher Georges Laï, c'est une voie d'accès au merveilleux. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Et l'alchimie, finalement, comme tu le dis, c'est peut-être percer le secret de la nature en trouvant peut-être ce fil qui se trouve dans la nature, ce fil du merveilleux. Et une fois que tu parviens à le capturer, hein, à le capter, alors la nature t'apparaît vraiment comme un grand laboratoire vivant où toutes sortes de merveilles se passent et tu as peut-être en travaillant en alchimie, des codes pour comprendre, juste pour être encore plus consciente de ce que la nature généreuse nous offre à chaque jour, tu vois. Et donc, quand tu le reproduis à petite échelle dans ton laboratoire, tu vois finalement combien cette merveilleuse nature est parfaite, combien cette merveilleuse nature est généreuse, combien cette merveilleuse nature est vraiment n'est que don finalement et que nous on fait partie de tout ça et que finalement on n'est pas séparés de ça et donc à ce moment-là tu te sens vraiment dans une grande osmose par rapport à tout ça et tu perds ce sentiment de séparation par rapport aux choses qui t'entourent et donc en cela je trouve que l'alchimie ou la cabale mystique sont des très belles voies vers ça, tu vois. En fin de compte, tu es une personne curieuse. Oui, ça oui. C'est ça, c'est ce qui me venait. Quelqu'un qui fait des expériences, qui découvre, qui innove, qui est surprise parfois, sûrement. Ah, le merveilleux n'arrive que dans l'inattendu. Parce que si c'est vrai que c'est quand tu ne t'attends pas à quelque chose que la nature peut te surprendre. Parce que si tu t'attends à avoir quelque chose, ben,
finalement, on ne peut pas te surprendre. Et donc, tu vas trouver, oui, des choses qui vont corroborer ce que tu as pu trouver, mais rien de neuf finalement. Or, c'est souvent dans des choses qu'on n'a pas expérimentées, dans de l'inattendu, qu'on va trouver ce fil de merveilleux. Donc, voilà. Il faut être curieux, il faut se poser des questions. Hein, on le sait bien en cabale mystique, c'est la question qui amène de la vie, qui amène du merveilleux à chaque instant. Alors justement, tu me fais une transition géniale parce que pour que l'on comprenne un peu mieux, admettons que moi, Stéphanie, je vienne chez toi, Nathalie, en te disant, Nathalie, je te passe commande d'un message qui me serait destiné à moi. Est-ce que ça fonctionne comme ça, comme tu pourrais le faire durant une consultation ou durant un travail thérapeutique, ou non? Arrive ce qui doit arriver et explique un petit peu comment tu travailles comme ça avec les messages. Oui, mais si tu arrivais en me disant, je voudrais que tu me donnes un message qui me serait destiné par l'âme végétale, bien entendu, je ne pense pas, ou c'est très rare, que le message que je vais pouvoir te donner sera le message que tu attendras. On sera de nouveau dans cette partie inattendue, émerveillante, parce que tu vas venir sans doute avec une idée en choisissant un élixir, en disant par exemple, ah oui, mais j'aime bien le thym, je vais prendre celui du thym. Et puis moi, je vais te donner un message que le thym a pu me susurrer à l'oreille, qui va te parler presque, enfin plus que probablement, mais qui ne sera pas celui auquel tu te seras attendu. Et c'est là la beauté de la chose, parce que finalement, cette âme végétale a vraiment des histoires à nous raconter. Elle a vraiment des ponts, des liens qui peuvent se faire par rapport à notre histoire. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment reliés. Donc, la personne quand même se laisse guider en choisissant le végétal qui lui parle, a priori. Oui, le végétal qui lui parle, ou alors, tu vois, comme je travaille aussi d'une manière particulière, j'ai aussi couché mes élixirs sur papier pour voir, si tu veux, ces teintures, ce qu'elles allaient révéler à travers la peinture. Et c'est souvent ce que tu vois, donc je ne sais pas si on le voit assez bien ici, ça va être des peintures qui vont se révéler sans intervention de ma part. Tout d'un coup, donc j'ai couché une teinture végétale sur le papier, je vais mettre de la peinture et la réaction de la teinture et de la peinture, sans pinceau parce que je ne suis pas dessinée, tout d'un coup va mettre des formes dans cette peinture. Et ce que je peux capturer alors après, que je vous présente de temps à autre, ce que je peux capturer après, ça va être une forme, souvent un visage, souvent quelque chose, des oiseaux aussi. J'ai eu beaucoup d'oiseaux, j'ai eu des hippocampes, enfin toutes sortes de choses qui se sont révélées sous mes yeux éblouis. Et donc, parfois, je fais aussi en consultation choisir comment dire, une peinture, ce que j'appelle mes étinourotes, hein, puisque Georges Laïm les a baptisées. Étinourotes, ça parlait d'arbres avec le mot etz, Tsinour avec les canaux, enfin bon, c'est de l'araméen, c'est du féminin, il y avait la colonne de lumière, le fameux Nour, qui relie le haut et le bas, donc tout ça, il m'avait trouvé une belle manière de nommer mes peintures, et donc j'ai tout un jeu d'etzinourotes que je peux proposer aussi, et les gens choisissent alors quelque chose, tu vois, une peinture qui leur parle, où ils se disent, waouh, c'est beau ces couleurs-là. Moi, je sais, waouh, celle-là, c'est celle du thym, et je peux commencer à leur donner un message. Voilà, que le thym m'a raconté, parce que moi, je ne suis qu'un mercure, je ne suis qu'un messager, je ne fais que relater ce que les plantes ont pu me partager. Les plantes, Nathalie, c'est forcément toi
qui les prélève ou qui les récolte ou qui va les chercher? C'est pas forcément moi. J'ai eu des amis au Québec, je pense notamment à une herboriste qui est très chère à mon cœur, c'est Sylvie. Elle m'a ramené, comment dire, du basilic sacré. Son basilic sacré est extraordinaire, qu'elle m'avait cueilli, bien mis, etc. Et c'est vrai que j'ai eu une belle interaction avec ce basilic sacré, mais en général, je cueille mes plantes. Parce que déjà, dans le chemin qui va m'amener à les cueillir, dans le chemin qui va m'amener à les rencontrer, il y a déjà un bout de l'histoire qui se noue, tu vois. Notamment, j'ai un élixir qui est particulier, qui fonctionne remarquablement bien. Tout le monde me dit qu'il est magique. C'est mon élixir d'arnica. L'arnica est une plante, est une fleur qui m'a particulièrement touchée parce qu'elle pousse dans ces belles montagnes qui ont touché mon cœur et que pour y arriver, eh bien, je dois me mettre en route. Moi qui ne suis pas sportive, je dois déjà me mettre en route pendant une bonne demi-heure pour monter dans ces montagnes. Donc déjà, je dois faire un effort qui me demande déjà de me mettre en route. Je passe à ce moment-là par un endroit qui est très particulier avec des champignons. Les enfants sont toujours très gênés quand je vais aux champignons parce que je crie à chaque fois que j'en trouve un en les embrassant, en disant que tu es jolie. Et ils disent non, tu me fous la honte parce que c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Donc, tu vois, donc déjà mon cœur est en joie quand je passe par cet endroit. Et puis alors j'arrive à l'endroit où il y a l'arnica, qui est un endroit très préservé où on peut pas aller en hiver et où il y a des myrtilles, il y a un vieux gardien végétal. Et donc je les vois, tu vois, mon cœur est déjà en joie. Je les vois avec leurs tiges mauves dufteuses et je les vois là qui sont là en train de m'attendre. Moi, je suis dans un état, je te dis pas. Et donc, quand je les cueille, il y a déjà toute une histoire qui s'est passée. Et quand je vais les sécher, parce que l'arnica est particulière, elle contient des coques de mouches, si je peux dire, qui vont sortir au moment où elles vont sécher. Donc, comme je ne veux pas que ça soit dans ma cartouche, quand je vais les traiter dans mon laboratoire, tous les jours, tu vois, je dois les secouer, aller enlever les petites coques, les regarder, comment est-ce qu'elles sèchent, voir, tu vois. Donc, il y a vraiment, on le sait, hein, depuis Le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est le temps que je passe pour ma rose qui fait ma rose si importante. Et c'est vrai que pour l'arnica, c'est aussi ça. C'est le temps que je vais passer pour mon arnica qui va faire mon arnica si important. Mais, bien entendu, ça peut être pour d'autres plantes, mais en général, c'est moi qui les cueille. Voilà, comme ça, tu sais. Alors, quand la situation nous le permettra à nouveau et que tu viendras faire un tour en Provence, j'aimerais beaucoup t'accompagner dans la colline. Et je serais ravie. Tu sais, le thym que j'ai cueilli, eh bien, je l'ai cueilli près de chez vous, dans la Sainte-Baume, où Georges Laï m'avait accompagnée pour aller voir la fameuse grotte aux œufs, cette fameuse grotte, tu sais, hein, de la grande déesse Artémis. Et donc, vraiment, ce thym qui a poussé dans la colline de la Sainte-Baume, il est particulier. Donc, quand je le travaille, il est très particulier. Et je serais ravie de t'accompagner. Ah oui, oui, moi aussi, j'aurais vraiment beaucoup de plaisir à ça. Qu'est-ce que c'est que tu appelles les nébuleuses, Nathalie? Alors, les nébuleuses, c'est parce que j'ai fait un petit, comment dire, un petit jeu de mots, hein, les nébuleuses, et que c'est une manière, si tu veux, de voir cette connexion au subtil, cette connexion aux étoiles. Quand je fais des parfums particuliers, je les fais suivant tout un enseignement que m'a transmis Georges Laïe au sujet des plantes. Et donc, quand je fais un tissage d'odeur, un parfum particulier, il est toujours fait suivant cette manière de travailler. Et donc, je le travaille en laboratoire de manière alchimique, mais aussi en mêlant ce tissage par la racine, ce tissage que je vais reproduire par l'odeur.
Et donc, je les ai baptisées des nébuleuses parce que les parfums que je fais sont des parfums non pas à mettre sur soi, ce sont des parfums qui sont d'abord très concentrés, toujours avec cet alcool particulier. Et c'est plutôt un parfum qui va te remettre dans une ambiance par l'odeur qu'il va déployer dans l'air ambiant. Eh bien, c'est quelque chose qui va t'emmener pour, disons, peut-être aller toucher ce manque qu'il y avait et donc par l'odeur venir peut-être réparer ce vide qui était peut-être pas toujours très facile à vivre. Lorsque je t'ai invitée donc à cette discussion, j'avais dans l'idée justement d'apporter déjà de l'information, de faire connaître ce que tu fais à des gens qui n'en ont peut-être jamais entendu parler. Et j'avais une autre motivation aussi, c'est qu'on puisse parler de l'importance de notre environnement, de ce qui nous entoure, de voir que tout ça est vivant et précieux et de pouvoir justement accorder ce moment pour... Je n'ai pas la prétention que l'on puisse forcément éveiller des consciences, mais tout du moins, oui, pouvoir voir à quel point c'est précieux et le préserver, en prendre soin. Ça, c'était très important pour moi. Tu sais, je vis entourée de collines et j'ai l'impression de baigner là-dedans tous les jours. Et, et je sais à quel point ça... Oui, c'est cher à mon cœur, ça a de l'importance. Et quand tu parles de tous ces messages-là, oh, on se dit, mais en fin de compte, c'est... Mais c'est vivant, même si on passe à côté sans le regarder. C'est tellement important, tellement vivant. Bon, ça, voilà, c'était mon petit truc. J'avais vraiment envie de partager ça parce que ça a beaucoup d'importance pour moi. Je comprends. Et c'est vrai que après ça, tu ne te sens plus jamais séparé de tout ça. Donc, c'est très compliqué. Après, oui, c'est compliqué quand tu vois ce vivant. Tu sais, moi, souvent, j'ai l'impression même que c'est moi qui suis rêvée par le végétal. Tu comprends? Que je suis en fait dans le rêve. Quand je travaille dans mon labo, je me dis, mais c'est pas moi qui fais l'opération, c'est finalement qui est-ce qui est dans son œuvre noire, c'est la plante. Et qui est ramené à la vie, c'est la plante qui fait son œuvre blanc. Donc moi, finalement, je suis dans le rêve de ce végétal, je suis dans le rêve de ce collectif. Et dans ce rêve de ce collectif, je vis toute une série d'histoires. Donc, à ce moment-là, quand je vois l'arnica, quand je vois l'eau, quand je vois le thym, quand je vois tout ce qui pousse dans la nature, j'ai toujours cette impression de continuer ce rêve et d'être toujours dans leur rêve à eux. Mais si je suis dans leur rêve à eux, si eux me rêvent, si eux s'éteignent, qui va me rêver? Ça m'émeut beaucoup. Ça m'a coupé la chic. Ça m'émeut beaucoup ce que tu dis. Je peux pas expliquer, mais je le comprends. Je le comprends facilement. Du coup, ça m'amène à te poser une question très, très importante. Est-ce que tu transmets cela? Oui, je transmets cela. Donc actuellement, c'est compliqué parce que j'ai essayé de le faire par visioconférence, mais ça ne se fait pas par visioconférence. C'est compliqué. Il faut être là, il faut le vivre, il faut être dans la pièce pour sentir quand il y a ce passage de cet alcool à travers la cartouche, quand on va rechercher en fait nos souvenirs dans le puits, quand tu vois, on va vivre ce baiser du prince charmant dans la matière endormie. Ça, il faut le vivre en vrai parce que il faut être là, il faut qu'on soit en lien et que
disons que c'est pas possible à faire comme ça. Donc, j'ai l'espoir qu'une fois qu'on sera sorti de cette situation, eh bien, je pourrais reproposer des ateliers de ce type-là. J'ai mis à profit, si tu veux, ce temps-ci pour réécrire justement cette grammaire, cette syntaxe à propos de mon travail en laboratoire. Et je remercie au passage Georges Laï qui m'a beaucoup aidé parce que je lui ai prêté, si tu veux, des propos pour expliquer mon travail et il a eu la gentillesse de relire, de corriger pour que je ne lui fasse pas dire des choses qui soient fausses. Et donc, ça va sortir, ça va s'appeler le chaudron de la Banshee, hein, puisque tu sais bien que j'ai une affinité particulière avec l'Écosse et que la Banshee, c'est une sorcière d'Écosse qui travaille, qui, si tu veux, est en lien aussi avec le monde, entre guillemets, avec la mort et qui donc... ça me représente, enfin, c'est un personnage fictif qui me permet de me mettre en paravent et de lui faire dire beaucoup de choses. Mais apparemment, ça a pas mal fonctionné parce que pas mal de gens m'ont dit ah, elle est bien cette Banshee, tu crois que je vais pouvoir la rencontrer parce que j'aimerais beaucoup la voir. Donc, je ris toujours un peu parce que je me dis, tiens, ben voilà, comment dire, la fiction est passée, c'est devenu un personnage presque palpable et c'est très bien. Donc, ce prochain livre sur le chaudron de la Banshee sera une manière de partager comment est-ce que je travaille en laboratoire. Et bien entendu, je ne souhaite qu'une chose, c'est que dès que cette situation folle sera terminée, que je puisse vous montrer comment je travaille dans mon chaudron. Oui, Voilà. je pense que je te demanderai peut-être de venir dans le sud de la France. Je prendrai tout mon matériel et je prendrai surtout mon adorable mari parce que quand il va m'aider à tout monter, c'est un support pour moi qui est extraordinaire et c'est surtout un maître du feu. Donc, quand je pourrai vous montrer ce qui se passe aussi par le feu, c'est toujours très bien qu'il soit là. Voilà. Moi, je voulais te remercier de quelque chose, Nathalie. Je ne sais pas si tu en as conscience. Je pense que oui, aussi on te le dit régulièrement. Moi, je te remercie de mettre tout ce féminin dans ce que tu fais. Eh bien, ça me touche beaucoup ici que tu me dises ça et j'en suis vraiment profondément heureuse parce que effectivement, disons que la voix alchimique en général est plutôt, c'est plutôt masculin, mais disons que c'est un microcosme. Hein, on est plutôt dans une société patriarcale, donc en général, il y a beaucoup plus, disons que le féminin, le masculin est plus solaire et en général, le féminin est plutôt un peu plus lunaire, un peu plus dans l'ombre. J'ai appris avec délectation ce week-end avec une égyptologue que j'adore et que je salue au passage, qui est ma belle Florence Quentin. Eh bien, elle nous a partagé ce week-end vraiment un voyage dans le monde d'Hathor, qui est une déesse égyptienne féminine. Et cette déesse féminine et égyptienne était la patronne des alchimistes. Et elle a tout un temple, nous a-t-elle partagé, à Dendera, où il y avait vraiment de l'alchimie qui était faite et qui était faite de cette manière que j'aime tant, c'est-à-dire qu'il y avait une partie laboratoire et puis au-dessus, il y avait ce qu'on appelle un peu l'oratoire qui est lié à l'esprit et tout ce qui se faisait dans le laboratoire montait sous forme de senteur, sous forme finalement d'esprit, de volutes, et venait imprégner les personnes qui se trouvaient au-dessus, parce que c'était aussi une manière de s'imprégner de cette alchimie qui était faite alors dans ce temple. Et donc, cette déesse Hathor, hein, qui est finalement reliée au taureau, qui est aussi mon signe, hein, eh bien, ça m'a donné, si tu veux, une sorte aussi de soutien. Parce que dans ces temps très lointains, eh bien, l'alchimie était aussi féminine. Et donc, c'est ma manière d'honorer peut-être quelque chose qui était très ancien et qui nous a beaucoup teinté finalement. Donc, voilà. Merci à toi de contribuer. C'est vraiment le mot, tu contribues. Eh bien, j'en suis ravie. Merci à toi. Oui. Alors, on te retrouve, Nathalie, sur Facebook. Tu es très présente sur Facebook. Tu
contribue aussi beaucoup à faire passer de l'information, à proposer des choses. Tu as un site aussi, un site web. Et j'ai un site qui est www.roseor, ça s'écrit ROSEOR, .net, si je ne m'abuse. Roseor.net, oui. De toute façon, je mettrai tout ça dans ta présentation sur YouTube sous la vidéo. Est-ce que tu aurais envie de conclure notre discussion peut-être par quelque chose qui te vient là spontanément ou que l'on a oublié qu'on n'a pas abordé? On s'est laissé porter par le flux, ce qui est finalement très fort l'esprit de l'âme végétale. Donc, toi et moi, on a parlé de ce qui nous venait et j'espère que ça a été quelque chose qui vous a peut-être donné plus envie d'aller à l'écoute de cette âme végétale qui aussi nous compose, hein, puisque nous sommes composés aussi de végétaux, hein, de minéraux, d'animaux. Donc, finalement, toutes ces âmes qui nous composent, eh bien, c'est quelque chose où on peut aller à la rencontre de ça et qui nous permet de nous sentir plus complets. Et c'est vrai que l'âme végétale est très en lien avec ce souffle, avec cette rouar. Et dans une époque finalement où on manque quand même beaucoup de souffle, où on est vraiment très masqué, où on est dans une maladie qui est très en lien avec une certaine manière de ne pas savoir respirer, eh bien, peut-être que les végétaux sont quelque chose qui vont nous permettre de trouver un nouveau souffle. Donc voilà, par cette rouar, cet esprit, ce beau souffle qui peut nous teinter. Merci Nathalie, merci beaucoup. Avec plaisir, ma belle Stéphanie. Merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir avec toi. Je te remercie infiniment. Merci Nathalie. Et tu sais, j'ai vraiment hâte qu'on sorte de tout ça pour que tu puisses venir enseigner. Vraiment, parce qu'alors, on a fait des bons là cette année, mais des bons de recul. Terrible. Je ne sais que te dire. C'est comme ça. C'est qu'on devait s'arrêter pour prendre un nouveau chemin, je suppose, et j'espère qu'on va bien prendre un nouveau chemin. Mais de quoi qu'il... On va dire que c'était reculer pour mieux sauter. C'est ça, c'est ça. Je te souhaite belle continuation et bon vent jusqu'à ce qu'on se croise à nouveau en vrai, Nathalie. Très bien. À toi aussi, ma belle Stéphanie. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, je vous remercie vraiment d'avoir suivi donc, notre conversation. Merci Nathalie. Et moi, je vous dis à bientôt avec une autre personne, un autre sujet et une autre énergie, bien évidemment. Portez-vous bien et voilà, bonne soirée ou bonne journée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Bonne journée à toi aussi, Nathalie. Ouais, aussi, ma belle. À tout bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir.